J'ai créé un agent IA analytique pour m'aider à gérer ma plateforme de cours. Sauf que pour être utile, il devait avoir accès à ma plateforme, où il y a des vrais utilisateurs. Et après l'avoir vu écrire des secrets auxquels il n'était pas censé avoir accès, et avoir dû le couper de force parce qu'il était en train de réécrire toute sa configuration, j'ai compris que le défi n'était pas tant de créer un agent IA, mais de l'orchestrer, pour l'empêcher de faire n'importe quoi et le garder sécurisé tout en restant utile. Donc laisse-moi te présenter Diogène, mon agent un peu cynique qui m'aide au quotidien à gérer ma plateforme et à suivre l'évolution de mes utilisateurs. Je discute avec lui sur Discord où je peux lui poser tout un tas de questions, que ça soit sur le trafic et les conversions, l'évolution et la santé de mes utilisateurs sur la plateforme. Il me répond en analyse ou avec des plans d'action. Dans nos discussions, je peux lui donner du feedback pour qu'il s'améliore à utiliser les bons outils selon ma question. Je l'informe aussi de mes actions dans un contexte, s'il y a un changement sur la plateforme, lorsque je fais des nouvelles vidéos. Avec toutes ces informations, il m'envoie automatiquement des rapports hebdomadaires directement par mail et me fait aussi de l'analytique sur demande directement depuis Discord. Après l'avoir utilisé depuis quelques semaines, j'ai vraiment l'impression d'avoir un collègue qui est plutôt malin, des fois un peu bizarre, mais qui m'a vraiment déjà été utile. Il m'a fait des recommandations que j'ai suivies et qui se sont prouvées très efficaces. Reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai créé Diogène, tous les procédés que j'ai mis en place pour m'assurer de la fiabilité des informations qu'il me communique et les choix que j'ai dû faire pour équilibrer sa liberté et la sécurité de ma plateforme. Si on regarde les principaux éléments de l'architecture maintenant, il y a du coup mon agent, Diogène, mais il y a aussi mon produit, ma plateforme et sa base de données. Mais il y a aussi un troisième élément, et c'est l'application Discord elle-même. Et je le place comme un élément important, parce qu'au final, Discord va être central. Mon agent va être présent à la fois à travers l'interface de Discord et à travers l'agent lui-même. L'agent va interagir directement avec mon application Discord, il y a des communications entre les deux, mais il y aura aussi des cas où en fait ma plateforme va interagir directement avec Discord. Il n'y aura pas forcément besoin de passer par mon agent. Et comme on va le voir, cette interface, cette application Discord, pour moi, ça sera comme mon agent IA. Le point le plus important au niveau de la sécurité et de la fiabilité des réponses de mon agent, c'est comment lui donner accès aux informations. Donc Diogène, il n'aura pas accès directement à la base de données. C'est un peu trop dangereux. Et surtout, pour optimiser, on va mettre en place un modèle DBT avec des tableaux déjà transformés pour qu'il puisse simplement aller lire l'information dans ces tableaux qui a déjà été calculée. On va suivre un petit peu la règle du moindre privilège, donc ces tableaux seront les seuls tableaux où il aura un accès read-only, donc il aura uniquement le droit de lire ces tableaux. Et ça nous permet plusieurs choses, notamment de garder toute la logique business du côté de la base de données, et de garder l'agent très flexible, sans avoir besoin de changer ses skills si une logique business change. Avec tout ça, je pensais aussi utiliser MonPy, une petite machine, pour exécuter certaines actions, notamment le rafraîchissement de DBT, les checks de santé sur la plateforme. Comme ça, les secrets d'accès à ma base de données ne sont pas partagés avec mon agent. Avant de plonger dans la construction du système, laisse-moi te décrire rapidement la plateforme. C'est une plateforme de cours avec pour le moment un seul cours sur les fondations de l'ingénierie de données, avec des modules et une trentaine de leçons, vidéos, Markdown. On a donc un système relativement simple avec une authentification, du paiement, des utilisateurs gratuits et payants, et des tableaux qui m'aident à garder une trace de l'activité des étudiants sur la plateforme à travers les leçons. Au total, il y a quand même pas mal de choses à suivre, et vu que je suis tout seul, plutôt que d'utiliser mon temps libre pour faire des requêtes SQL, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de m'accompagner d'un agent IA. Je voulais que ça soit plus qu'une simple expérience, je voulais que ça soit quelque chose d'utile, et que ça reste quand même sécurisé. Donc déjà, l'agent n'aura de contact qu'avec moi, pour l'instant. J'ai pas envie de l'utiliser tout de suite pour aller aider les étudiants, même si ça reste une possibilité. Pour m'assurer de créer quelque chose d'utile, j'ai décidé de garder en tête deux éléments. Le premier, c'est le dynamisme. Les réponses de Diogène doivent garder un caractère indéterminé, ouvert. Le deuxième aspect, c'est le raisonnement à partir d'un contexte. Je dois tirer le maximum de profit de la capacité de réflexion du LLM derrière Diogène. Et c'est ici que le contexte est particulièrement utile. Je pense qu'il est très important du coup de bien maximiser ces deux aspects pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose qui au final aurait pu être remplacé de manière plus efficace par un dashboard. Avec ça en tête, j'ai commencé à définir, sans penser aux contraintes de développement, ce que j'attendais de Diogène. Il devait m'informer des nouveaux utilisateurs et du bon fonctionnement de leur création. Je voulais aussi pouvoir lui poser des questions et avoir des réponses en analyse. On va aller plus en profondeur là-dessus. Je voulais aussi
des rapports dynamiques hebdomadaires basés sur mes actions cette semaine et qu'il y ait une sorte de surveillance de la santé de la plateforme, que tout fonctionne bien. Avant de donner naissance à Diogène, il fallait s'assurer que j'ai toutes les informations nécessaires dans ma base de données pour que Diogène soit utile. Il me manquait uniquement des informations sur certains événements, notamment les visites d'utilisateurs non identifiés. Plutôt que d'utiliser PostHog ou encore un autre service externe, j'ai créé une petite classe Analytic Tracker qui va directement enregistrer les visites dans ma base de données. Comme ça, toute l'information est sur ma base de données et il n'y a pas besoin de donner accès à Diogène, à d'autres outils. Après l'avoir mis en place, j'avais donc une trace de toutes les visites et de leur évolution sur les pages de landing. Donc j'avais le minimum de la data pour enfin commencer la phase numéro 1, donner naissance à Diogène avec OpenClaw et pouvoir l'interroger sur Discord. Donc je découvrais complètement OpenClaw, j'avais jamais mis en place un agent. Il suffit d'aller sur leur site, on écrit la commande dans notre terminal, on donne un nom, un peu de contexte, on voit qu'il prend vie, et il a l'air à peu près de comprendre ce qu'il a. Il nous demande plein de configurations, et attention car il demande les secrets. Je pense qu'il faut surtout pas donner tous les secrets directement, et d'ailleurs juste après nous avoir demandé les secrets, ils nous disent qu'il faut faire attention. Mais à part ça, tout va bien, et on a Diogène comme ça, qui a déjà pris naissance. On passe un petit peu toutes les alertes. Et maintenant, comment on peut lui parler sur Discord ? Pour ça, c'est très simple. On va sur Discord, on va créer une application avec un bot, on lui donne les accès nécessaires et ça nous donne une application ID qu'on va pouvoir utiliser pour configurer un tunnel de discussion dans OpenClaw. Alors, au début, j'ai essayé de le faire directement en parlant avec mon agent. Je vous conseillerais, si vous voulez le mettre en place, d'aller plutôt regarder les documentations. Ça marche quand même beaucoup plus rapidement. Mais ça reste quand même très simple. Ça nous donne un token. On va dans Discord. Hop, on confirme le bot. Et on peut enfin avoir notre première discussion avec Diogène depuis Discord. Et rien que ça, c'est déjà assez sympa. Alors, petite note de sécurité, lorsqu'on installe OpenClaw ou un autre agent, ils nous le disent, il faut faire attention de ne pas mettre ça sur notre ordi principal, parce que l'agent va avoir plein de permissions, et il va pouvoir faire plein de choses. Donc c'est très important d'essayer de faire ça dans un environnement isolé, sécurisé, et surtout limiter autant que possible les influences extérieures sur notre agent. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et maintenant qu'on a tout ça qui fonctionne, on va commencer à résoudre chacun des besoins un par un. Le premier besoin, m'informer des nouveaux utilisateurs et s'assurer que tout a bien fonctionné. Au début, j'ai voulu tout faire passer par l'agent et donc ouvrir le gateway pour que le webhook de Stripe envoie une notification qui va du coup aller regarder dans la base de données avec l'identifiant de paiement que tout a bien fonctionné. Bref, c'était une bêtise. C'est typiquement le genre d'exemple où utiliser un agent IA plutôt qu'une communication directe avec mon interface, c'est-à-dire Discord, est une très mauvaise idée. C'est ajouter plein de complexité et des potentielles failles de fiabilité dans notre système. Donc au final, c'était très simple. Plutôt que de me prendre la tête, j'ai créé dans ma plateforme un API Post qui, lorsqu'il y a un nouvel utilisateur, il utilise la même logique que les tests que j'ai dans ma plateforme, il vérifie que tout a bien été créé et il envoie une notification directement sur mon chat Discord. C'était fait. Très simple. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, alors qu'on était en pleine conversation, qu'il a mal compris quelque chose que je lui ai dit par rapport aux communications Discord et qu'il a commencé à vouloir réécrire toute sa configuration. J'ai eu beau lui dire d'arrêter, il a fallu que j'aille sur l'ordinateur et que j'arrête le gateway pour qu'il efface pas tout. Et vu comme jusqu'à maintenant, il était pas très doué à le faire lui-même, je suis quand même heureux d'avoir pu l'arrêter au bon moment. Mais ce qui m'a fait peur, c'est que même si je lui disais arrête par message, il avait lancé le processus et il allait le faire. Et ça allait tout casser. Et c'est pour ça qu'un agent n'est pas dangereux parce qu'il est malveillant. Il est dangereux parce qu'il est entreprenant. Il agit sur des malentendus avec la même assurance que sur des instructions claires. C'est pour ça que j'ai essayé de construire mon agent avec un principe simple. Il ne doit pas pouvoir faire de dégâts, même quand il comprend de travers. Donc la partie analytique qui va suivre est basée sur ce principe. Maintenant, on rentre dans la partie la plus importante de ce projet, c'est l'analytique, qui va aussi bien me permettre de faire de l'analytique sur demande et de générer mes rapports hebdomadaires. La première étape, c'est de configurer les accès de notre agent. Le risque avec un agent, il est double. Il peut écrire ou supprimer des informations importantes dans notre base de données, mais il y a aussi le risque des fuites d'informations, c'est-à-dire s'il accède à des informations confidentielles et les rend disponibles. Donc la première étape, avant même de penser aux questions qu'on va lui poser, c'est de verrouiller ses accès.
Donc pour ça, on va créer un utilisateur sur notre base de données, sur Postgres, qui n'a aucun privilège d'écriture. Il ne peut pas faire de insert, il ne peut pas faire de update, et il ne peut pas faire de delete. Et on va également avoir un schéma dédié. Idéalement, on mettra en place aussi une réplica de notre base de données en lecture seule, pour ne pas affecter notre base de données de production par des requêtes qui ne sont utilisées que pour des analyses. On va ouvrir que ce schéma analytique à notre utilisateur. Même dans ce schéma analytique, on ne va ouvrir que l'accès à certains tableaux à notre utilisateur. Comme ça, lorsque notre agent se connectera à la base de données et qu'il regardera les informations qui lui sont disponibles, il n'aura accès qu'à un nombre limité d'informations, ce qui permettra aussi d'optimiser un petit peu le contexte. Notre agent, il ne doit avoir accès qu'à la clé liée à son rôle sur la base de données. Étape 2, du coup, c'est sortir la logique business de l'agent. Parce qu'une fois qu'on a verrouillé les accès, il faut maintenant optimiser les informations qu'on donne à l'agent pour qu'il y ait le moins possible d'hallucinations, qu'il ne s'embrouille pas dans les concepts et qu'on réduise aussi la quantité de tokens nécessaires à chaque requête. Donc on va suivre ce principe, réduire au maximum les calculs attendus de lui pour qu'il puisse se concentrer sur l'interprétation des résultats selon le contexte. On peut regarder ça avec un exemple précis, par exemple celui d'un utilisateur actif. Selon le business, ça pourrait être quelque chose de très simple, comme une colonne dans la base de données avec vrai ou faux, si l'utilisateur est actif. Mais souvent, dans les business, la définition d'un utilisateur actif peut varier et évoluer. Dans mon cas, un utilisateur actif pourrait être un étudiant qui a accédé à une leçon cette semaine. Ou je pourrais aller plus loin, dire qu'il a besoin de compléter une leçon pour être considéré comme actif. Et donc maintenant, avec cette définition, j'ai deux options pour la faire comprendre à mon agent. Je pourrais simplement lui dire dans les skills. C'est-à-dire qu'à chaque requête, il pourra aller chercher dans ce tableau, le lier à l'autre tableau, faire un filtre par date pour s'assurer que cet étudiant est bien actif. Ça rajoute beaucoup de complexité et on met le risque qu'il y ait des erreurs. Alors que si je fais une pré-transformation dans ma base de données et que je crée un tableau qui a déjà cette logique business dans une requête SQL et mon agent, la seule chose auquel il a accès, c'est ce tableau avec un statut actif ou non, c'est beaucoup plus simple. Et grâce à ça, ma logique business reste du côté de la base de données. C'est-à-dire que si ma définition d'un utilisateur actif évolue, je n'ai qu'à changer dans le modèle DBT ma requête qui crée le tableau des utilisateurs actifs, plutôt que de devoir aller manuellement dans les skills de mon agent et devoir trouver les lignes où je lui décrivais comment définir un agent actif. Maintenant qu'on a verrouillé les accès, qu'on a compris qu'il nous fallait simplifier la donnée qu'on allait rendre disponible à l'agent, la troisième étape, c'était définir cette donnée, définir les tableaux qu'on allait rendre disponibles. Pour ça, j'aime bien partir de ma métrique principale. Dans mon cas, c'est tout simplement le nombre d'étudiants actifs payants. Et je vais partir de cette métrique pour définir toutes les sous-métriques qui me permettent d'avoir plus de contrôle et plus de compréhension sur l'évolution de ma métrique principale. Donc pour ça, je vais la découper en 3 axes. Le premier, c'est le marketing, tout ce qui est trafic et conversion. Le deuxième axe, ça serait le produit, tout ce qui est activité des utilisateurs. Et le troisième axe, c'est celui de Customer Success, donc avoir plus de granularité pour me permettre d'avoir plus de contexte pour comprendre et aider cet étudiant. Donc j'ai commencé à construire les modèles DBT avec les modèles de base qui évoluent en modèles intermédiaires qui nous permettent d'avoir ces modèles finaux, c'est-à-dire ces tableaux qui sont déjà complets, qui vont être accédés par l'agent. Ici, j'ai aussi appliqué 2 concepts. Le premier, c'est de mettre la définition de mes colonnes dans la description des tableaux sur Postgres. C'est-à-dire que même si la colonne est claire, eh bien, lorsque l'agent accède au tableau, il va d'abord regarder la description pour s'assurer de bien comprendre qu'est-ce que cette colonne représente. Ça rajoute un peu de contexte, mais ça permet encore d'améliorer la fiabilité de l'information. Et encore une fois, le fait de l'avoir dans la base de données plutôt que dans le skills de l'agent, ça nous permet d'éviter au fur et à mesure que ces métriques évoluent de devoir trop changer le skills des agents. Et le deuxième choix que j'ai fait, c'est d'adopter des formats larges. C'est des tableaux avec pas mal de colonnes assez descriptives où l'agent n'a qu'à sélectionner directement cette colonne pour avoir de l'information. Les modèles aujourd'hui sont quand même plutôt doués à faire des requêtes simples. C'est-à-dire qu'on peut attendre d'un agent qu'il soit fiable à faire une requête avec un groupe by. Mais pour le moment, je les garde en format large, quitte à repasser plus tard en format long. Bon, voici le modèle DBT, je me suis pas mal embêté, mais c'est quand même l'investissement le plus rentable du projet. Maintenant qu'on a nos tableaux, j'ai ajouté le MCP de Postgres à mon agent.
avec l'accès restreint pour son utilisateur. Donc maintenant, avec les tableaux qui sont terminés et l'accès disponible et sécurisé, il était temps de créer les skills. Donc dans notre contexte, un skills, c'est ce qui va permettre à Diogène de comprendre selon ma question quel tableau utiliser et comment me répondre. Donc je vais avoir un skill par axe de question qui ne donne accès qu'au tableau de son axe, plus un skill extra qui lui sera le skill du rapport hebdomadaire, je vais l'appeler Advisor, qui lui pourra accéder à tous les tableaux. J'ai essayé de structurer mes skills de la même manière. Ils sont toujours faits d'une description. C'est ce qui permet à Diogène de comprendre quand utiliser ce skills avec des mots-clés. On lui donne l'accès MCP et la définition des tableaux auxquels il doit accéder. Troisièmement, on lui parle un petit peu des principaux thèmes dans cette analyse. C'est-à-dire si je lui pose une question sur le trafic et la conversion, qu'il interprète un peu les résultats selon ce qu'on peut attendre de lui à ce niveau-là. Et enfin, dans le skill, une restriction du format de sa réponse pour que je puisse le lire depuis mon téléphone. À ces skills maintenant, il était important de rajouter le skills de contexte et le skills de feedback. C'est ce qui permet vraiment d'essayer de faire évoluer cet agent en quelque chose de plus utile qu'un dashboard. Donc le skills de contexte, depuis mon téléphone, je peux parler avec Diogène et lui dire ce que j'ai fait cette semaine. Et il va catégoriser le contexte que je lui donne sous un des 3 axes d'études. Si je lui dis que j'ai fait une vidéo, il va sûrement mettre ça plutôt dans la catégorie marketing. Comme ça, quand je lui poserai des questions à propos du trafic, il aura accès à ce contexte et pourra me donner des informations précises sur l'impact de cette vidéo sur mon trafic. Le skills de feedback, lui, me permet de répondre à ces analyses, de dire si cette analyse était pertinente ou non, ainsi que de détailler pourquoi. Comme ça, il garde une trace de quand il a répondu à ma question de la bonne manière ou non. Et donc, au long terme, ce contexte et ce feedback me permettront un petit peu d'optimiser l'agent à une tâche précise. Avec tout ça qui était fini, je pouvais commencer à faire mon premier test et tester mon analytique depuis Discord. Honnêtement, j'ai été très vite surpris par la précision et la valeur de ces réponses. Bien sûr, le format était pas top, et des fois, il compliquait un petit peu trop les choses, mais à force de discuter avec lui, de lui donner du feedback et d'ajouter du contexte, l'efficacité de ses réponses semblait vraiment s'améliorer. Donc je pense que c'est quand même la fiabilité des informations que je lui ai données, plus le contexte qui évolue en permanence, qui ont permis à ces réponses de rester pertinentes et de plus en plus efficaces. Et ça nous permettait aussi d'avoir des échanges intéressants. Donc maintenant, il ne me restait plus qu'à faire le rapport hebdomadaire, que j'ai appelé le Advisor. Le rapport était un peu plus lourd. Je voulais qu'il fasse une sorte d'investigation en prenant en compte tout le contexte, les informations disponibles, les rapports précédents, et qu'il me crée un rapport qui, encore une fois, était dynamique. Pour le garder dynamique, je voulais qu'il soit orienté vers des actions, qu'il me donne des recommandations, qu'il priorise et qu'il me réponde par email. Donc au final, ce rapport advisor, c'était juste un autre skills un peu plus complet. Ce skills, lui, ne pouvait être activé que de manière automatique ou à travers une commande spécifique, précise, pour pas qu'il soit activé par erreur lors d'une autre de mes demandes. Et au début du skills, si je l'activais manuellement, il savait qu'il fallait me demander si j'avais envie de rajouter du contexte, qu'il entreprenne toute l'investigation. Donc au final, dans ce rapport, il analyse tous les tableaux, il en crée un markdown qu'il enregistre dans le répertoire, et à côté de ça, j'ai créé un petit script qui va envoyer ce markdown par email. Donc dans le skills, il fait son analyse, il crée le markdown, puis il exécute le script qui m'envoie le mail. Je l'ai fait et ça a marché dès la première fois, ce qui honnêtement est assez sympa. Plutôt que de me l'envoyer par email, je vais lui faire écrire le rapport dans Notion. Ça, je peux y accéder aussi depuis mon téléphone et on peut garder trace de tous les rapports facilement. Ok, on y est presque. Maintenant, il ne restait que la partie du check de santé de ma plateforme. Un peu comme les nouveaux utilisateurs, ici, ça ne faisait pas beaucoup de sens de réellement utiliser l'agent pour ça. J'ai préféré créer un endpoint sur ma plateforme qui va faire un check, qu'il y a bien le Stripe qui fonctionne, qu'il y a bien la base de données qui fonctionne et d'autres tests. Je vais l'appeler avec un script qui tourne de manière très régulière sur cron et qui vérifie si du coup Vercel fonctionne et si le endpoint ne retourne pas de problème. S'il y a un problème, ça m'envoie un message sur Discord. Ici, plutôt que de m'envoyer le message directement sur Discord, j'ai préféré essayer de faire passer le message par l'agent. Je trouve ça intéressant de pouvoir lui laisser avoir le signal en premier. Peut-être que dans le futur, si il y a un problème sur la plateforme, il pourra m'informer
et selon le problème, me donner des recommandations sur ce que je dois faire pour le régler au plus vite. Et si j'ai vraiment confiance en lui, peut-être même le laisser régler le problème sur la plateforme. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Et donc maintenant, passons à la partie finale, à propos de l'hébergement. Où est-ce que notre agent va vivre? Donc c'est cette dernière grande question, où héberger OpenClaw avec Diogène? Ma première leçon dans cette expérience, c'était que cacher les secrets à OpenClaw n'est qu'une illusion de sécurité. Un agent qui tourne sur ta machine, il a accès à ta machine et à tout ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est quand même risqué. C'est pour ça que c'est important de bien isoler son agent. Donc il faut réfléchir en 2 couches. La première, c'est une isolation physique. C'est littéralement sur quelle machine est-ce que l'agent tourne et avec quelle machine il peut communiquer. Donc idéalement, il nous faut une machine dédiée. Chez moi, c'est le Raspberry Pi, avec OpenClaw qui tourne dessus. Comme ça, Diogène, il est dispo en permanence. On pourrait aussi utiliser une machine virtuelle. Donc l'agent reste dessus, et s'il fait des dégâts, en fait, ça reste limité dans ce qui est disponible depuis le Pi. Donc la deuxième règle, c'est de bien séparer les secrets. Sur mon Pi, il n'y a que les secrets reliés à mon agent. Les informations principales de ma base de données ne seront jamais sur le Pi ou sur la même machine qu'OpenClaw. C'est pour ça qu'au final, les crons, qui font le rafraîchissement des modèles DBT et le check de santé de plateforme, je les ai mis sur une petite machine virtuelle, qui n'est pas le Pi, que eux, ils ont besoin d'avoir accès à ma plateforme et à ma base de données. Et la troisième règle pour l'isolation physique, c'est de verrouiller les canaux de sortie. C'est-à-dire que dans mon cas, Diogène, il ne peut envoyer d'email qu'à moi, et il ne peut envoyer de messages Discord qu'à travers notre canal privé. La deuxième couche, un peu plus subtile, c'est l'isolation digitale. Et ce que j'entends par là, c'est qu'est-ce qui peut rentrer dans le contexte de l'agent? D'où viennent les informations disponibles à l'agent? Et le principe que j'essaye de suivre, c'est qu'il n'y ait presque aucun contenu qui lui est distribué sans qu'il ait été généré ou validé par moi avant. C'est critique parce que n'importe quel texte qui arrive à l'agent peut lui donner des instructions. Et ces instructions, ce texte, s'il est bien fait, peut avoir des dégâts assez importants. On peut parler bien évidemment de messages Discord qui seraient envoyés directement à Diogène, mais si on approfondit un peu, le nom des étudiants auxquels il a accès sont écrits par des utilisateurs extérieurs que je ne connais pas. Donc n'importe quel input qui vient d'un système extérieur, on se doit de le sécuriser avant de le passer à notre agent. C'est pour ça que dans mon cas, DBT, il a des processus qui vont s'assurer que les noms des utilisateurs, c'est bien des noms des utilisateurs. Et c'est aussi pour ça que pour le moment, j'ai pas ouvert le serveur Discord avec les étudiants à Diogène. Au final, j'avais un agent analytique actif avec qui je peux parler, avec qui on peut discuter de nouvelles idées et qui s'améliore au fur et à mesure de nos discussions. Honnêtement, j'en suis déjà satisfait. Et j'ai plein d'idées sur comment je pourrais l'agrandir, lui donner plus d'autonomie pour qu'il m'aide avec d'autres tâches. Cela dit, soyons lucides. J'ai quand même l'impression que dans ce scénario, construire un workflow un peu plus classique ne m'aurait pas forcément pris beaucoup plus de temps. Et m'aurait surtout permis d'ajouter les permissions au fur et à mesure. Au lieu de vivre avec cette frayeur constante d'avoir à laisser tourner sur une machine quelque chose qui est capable de faire n'importe quoi avec les informations qui lui sont données. Malgré ça, je pense que la hype autour des agents est clairement justifiée. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais je retiens 2 choses dans mon scénario. Le premier, c'est la liberté qu'on donne à notre agent. Dans mon cas, Diogène est emprisonné. Il est dans une machine et il ne parle qu'à moi. Et je vois bien qu'en lui ouvrant la discussion sur Customer Success, sur Discord avec les étudiants, il ferait une première ligne de Customer Success qui pourrait être très efficace. Mais je suis pas prêt à lui donner les clés sur ma codebase pour qu'il puisse changer tout ce qu'il veut quand il veut. La deuxième chose que je retiens, c'est l'importance d'encapsuler la nature du LLM qui gouverne notre agent. Comme je le disais au début, leur force, c'est leur nature indéterminée, leur capacité de réflexion face à un contexte. Et si on regarde la notion de rapport ou d'analytique, beaucoup pourrait être fait par des dashboards classiques ou des rapports de nature déterminée. Après voilà, les deux ne s'opposent pas, ils sont synergiques. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses et savoir quand utiliser un agent LLM pour une tâche, c'est juste la mauvaise idée. Une prédiction, un rapport, une tâche figée, un LLM non seulement c'est trop, mais en plus ça va rarement être le plus efficace. Donc voilà ma conclusion, j'ai hâte de voir comment vont continuer d'évoluer les choses, j'ai hâte de faire évoluer Diogène. Je pense que
pour garder la sécurité avec Diogène et mon application, je vais créer des microservices que Diogène pourra appeler pour pouvoir exécuter des actions un peu plus conséquentes. Et petit à petit, lui donner plus de contrôle sur mon projet. C'était une super expérience que j'ai un peu suivie à l'instinct. Donc si tu as des recommandations pour l'améliorer, partage-les avec moi, je suis très preneur. Si ça t'a plu, s'il te plaît, dis-le moi, je ferai plus de vidéos dans ce style-là. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!